Hello à tous, c'est Louisa. Vous regardez Midi Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Nadim qui est lead UX designer au sein de l'Experience Center de PwC France et qui va nous dire comment valoriser, mettre en avant ses expériences associatives et ses jobs étudiants au sein de l'entretien. Hello Nadim, Bonjour Louisa. comment vas-tu? Très bien, et toi? Écoute, ça va plutôt bien. Je devine que tu es en télétravail actuellement. Exactement, je suis depuis chez moi, à Paris. Aujourd'hui, alors Nadine, tu vas répondre aux questions des étudiants et au regard de ton expérience pro-perso, tu vas pouvoir nous dire comment concilier à la fois ses expériences associatives et son job à temps plein, comment valoriser ses expériences étudiantes, mais aussi comment les mettre en avant lors de l'entretien. Mais avant ça, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous inscrire sur notre page YouTube ou nous suivre sur Insta en tapant jobteaser_fr. Mais avant de parler d'engagement associatif et de job étudiant, Nadim, est-ce que tu peux nous parler de toi et nous présenter ton parcours académique, mais aussi professionnel? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Nadim, j'ai 27 ans, quasiment 27 ans. Et je suis UX designer dans une agence qui s'appelle l'Experience Center. C'est une agence de design qui appartient à PwC. Mhm. Très rapidement, l'UX design, on conçoit des sites et des applis ou des services physiques en s'appuyant sur la recherche. Donc, c'est un mélange de psychologie, d'ergonomie, de digital, de business, donc c'est très large. Et en termes de parcours, j'ai étudié à Sciences Po. Donc, je suis rentré à Sciences Po après le baccalauréat. J'ai eu l'opportunité justement d'être accompagné par une association qui m'a coaché pour rentrer à Sciences Po. Euh, Oui. et par la suite, j'ai fait mes 5-6 ans d'études avec différentes expériences associatives, notamment dans le mentoring, dans le coaching de lycéens dans l'égalité des chances. J'ai fait aussi quelques activités sportives, du volley et de la course à pied. Et désormais, je fais partie d'une association sur l'inclusion numérique qui s'appelle Diversity Days. La première question que je vais te poser et qui a été une question beaucoup posée par les étudiants, c'est comment est-ce que tu fais et comment est-ce que tu as pu faire au long de ton parcours pour concilier tes engagements associatifs et ta vie pro? Alors, déjà, en étant étudiant, quand on a un certain nombre d'engagements associatifs, euh, il faut, euh, il faut être lucide. Je pense qu'il faut être lucide. Il faut se dire déjà qu'est-ce que je cherche à faire dans cet engagement associatif, quelle quantité d'énergie et du coup quelle quantité de temps je souhaite donner. Donc ça, on l'apprend avec l'expérience. Hein, ça s'invente pas. Au départ, peut-être que dans notre fougue et notre enthousiasme, on se lance dans trop de sujets en même temps. Et moi, ça m'est arrivé. Par exemple, en première année à Sciences Po, j'avais 5-6 expériences associatives, 2 sports en même temps. Donc, autant dire que j'ai vite dû me reconcentrer sur certaines choses. Donc, on apprend avec l'expérience à se concentrer sur ce qui nous paraît le plus important, à mettre certaines expériences de côté pour se concentrer sur d'autres. Quand on arrive du côté du monde professionnel, donc avec notre premier emploi, l'enjeu, c'est pareil, une nouvelle fois, d'élaguer et de se dire mon temps disponible est encore plus réduit que quand Mm. j'étais étudiant. J'ai des responsabilités professionnelles, donc j'essaye de déterminer le temps qui est disponible dans ma semaine. Donc, quel temps je suis prêt à consacrer après le travail, et avec la fatigue, il faut le prendre en compte, le week-end, les jours fériés pendant les vacances, pour travailler, pour être bénévole, pour faire un petit job ou pour avoir une expérience associative. Et tu me disais, c'est important d'être très clair avec l'association dès le départ pour tabler sur le temps qu'on va pouvoir accorder en fait aux missions. Exactement. Il faut prendre, pour moi, l'expérience associative, il faut la prendre avec autant de sérieux qu'un travail. Après, ça dépend dans quelle association on est. Il y en a qui sont plus ou moins ludiques ou plus ou moins sérieuses, mais l'idée, c'est quand même de se dire que il faut être clair dès le départ avec les personnes avec qui on est dans cet asso, quel temps on a envie d'y consacrer. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre en œuvre dans chacun de nos projets, que ce soit un projet personnel. À partir du moment où il y a une autre personne que nous qui est dans ce projet, il faut être très clair sur le temps qu'on a envie d'y consacrer. Ouais. Et après, il faut se donner les moyens. Donc, parfois, accepter de ne pas aller boire des verres avec des amis pour se concentrer sur le projet et travailler dessus. Tu disais, c'est important d'agencer son temps, donc peut-être de bosser sur des pauses déj, le soir, etc. Est-ce que tu sais s'il y a des entreprises qui mettent en place des mesures pour s'engager davantage? Oui, tout à fait. Bah, moi, j'ai eu la chance, notamment chez PwC, de pouvoir profiter du mécénat de compétences. Le Ok. mécénat de compétences, c'est un dispositif qui permet au sein de l'entreprise de travailler pour des associations. C'est pas disponible dans toutes les entreprises. En général, les grandes entreprises le valorisent et permettent aux employés de le faire. Ce qu'ils font, c'est qu'ils choisissent un certain nombre d'associations qui remplissent certains critères, notamment
qu'est-ce que l'entreprise veut valoriser, vers quelle association elle veut se diriger. C'est souvent le pôle RSE, la responsabilité sociale des entreprises, qui gère cette partie. Ok. En fait, il y a un temps dédié. Donc, par exemple, chez PwC, au total, sur l'année, pour tous les employés, il y a 10 000 heures qui sont proposées. Donc, c'est beaucoup. Après, on est beaucoup d'employés aussi. Ouais. Et donc, ça m'a permis, par exemple, avec mon association Diversity Days, de proposer cette association à PwC, on est devenu partenaire, et de bénéficier du mécénat de compétences. Donc, exemple concret, pendant une journée, j'ai pu me faire travailler et faire travailler 5 autres designers de mon entreprise pour coacher des entrepreneurs sociaux sur la partie design et la partie business de leur entreprise. Ok, donc tu recommandes de se rapprocher du pôle RSE de l'entreprise dans laquelle on se trouve, si toutefois ils proposent du mécénat de compétences. C'est ça, ça peut être le pôle RSE, ça peut être les RH, ça peut être. Et il faut se poser la question, ça peut exister et parfois c'est même valorisé. C'est pas juste du bénévolat, mais ça peut être considéré comme travailler pour un client, selon Ok. Et tu m'avais parlé de la plateforme Vendredi. Oui, alors il y a une plateforme qui s'est lancée qui s'appelle Vendredi, dont la vocation est justement, donc PwC travaille avec cette plateforme. Vendredi, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en contact à la fois des associations qui ont besoin de bénévoles supplémentaires et les entreprises qui proposent le mécénat de compétences. L'objectif, c'est de faire matcher la demande et l'offre. L'association va dire, j'ai besoin pour cet assaut de livraison de repas pour les plus démunis, d'une ou deux personnes qui vont réfléchir à la stratégie de développement de l'association. Et donc, du coup, les entreprises vont pouvoir proposer à leurs employés de postuler. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on postule en adéquation avec notre profil professionnel. C'est pas juste faire du bénévolat sur un sujet qui est complètement différent de ce qu'on fait. Super intéressant, mais alors on va reprendre une autre question d'étudiant, c'est une fois diplômé, doit-on toujours afficher nos expériences étudiantes, donc job étudiant, sur CV, LinkedIn, etc. Est-ce que tu penses qu'il faut toujours l'afficher? Je pense que, alors déjà, les expériences associatives, bénévolat et même les petits jobs étudiants sont valorisés. Ça, c'est important de se le mettre en tête. Donc, c'est important de les afficher. Après, comme je le dis, le CV, c'est un peu la partie visible de notre profil qu'on essaye de montrer. Donc, moi, je conseillerais toujours de montrer uniquement les expériences associatives ou même de manière générale les informations que vous acceptez que l'interlocuteur en face, le recruteur, puisse vous questionner dessus. Si vous avez une expérience associative qui ne vous a pas plu, ça arrive. Un job étudiant où vous n'avez pas appris grand-chose, même si je considère qu'on peut toujours apprendre des choses même dans les mauvaises expériences, je vous conseille de ne pas l'afficher. Le sur un CV, c'est n'importe quelles informations qui pourra, entre guillemets, être retenues pour vous en entretien. Et il y a aussi des manières de l'afficher. On n'affiche pas les mêmes informations sur les différents supports. Un CV, pour moi, c'est la version synthétique. Donc, on n'est pas obligé d'afficher toutes ces expériences. Au contraire, il vaut mieux en afficher peu, mais les afficher de la bonne manière. Par exemple, mettre en avant l'action et l'impact que vous avez eu. Sur LinkedIn, on peut se permettre de développer un peu plus. On peut tout mettre sur LinkedIn en réalité. Sur LinkedIn, je pense que, alors moi, la manière dont je gère mon LinkedIn, je mets plus d'expérience puisque c'est un profil public, ouvert. J'essaye toujours de documenter sur mes expériences associatives. J'essaye toujours de mettre quelques supports, un lien vers le site, quelques chiffres clés. J'en mets plus que sur le CV. Le CV, c'est plus synthétique. Et est-ce que tu recommandes de noter ces expériences étudiantes qui peuvent être pertinentes au regard d'un nouveau boulot sur lequel on va postuler, même pour celles qui datent de plus de 5 ans? Alors, je pense que l'important, c'est pas forcément de quand date votre expérience associative. On a tendance à penser que dans un CV, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur la chronologie. Donc, par exemple, sur les expériences professionnelles, on a tendance à mettre en avant plutôt les dernières expériences professionnelles. Ce que je considère, c'est que le CV, il a vocation à postuler pour un job, une entreprise, un sujet. Donc, c'est intéressant de mettre les expériences qui sont cohérentes et pertinentes pour le sujet. Et si vous avez une expérience qui date d'il y a 5 ans, mais qui est très pertinente sur le sujet, je vous conseille de la mettre parce que elle date peut-être, mais elle ne vous empêche pas, ça ne vous empêche pas d'avoir appris beaucoup de choses avec cette expérience. Tu recommandes de noter combien d'expériences associatives sur un CV, par exemple? Alors déjà, comme le CV a un format et qu'il ne faut pas trop en mettre, puisque c'est vite dépassé, moi je conseille d'en mettre. Il n'y a pas de chiffre exact, là ce que je vous donne, c'est un peu mon intuition. Et si on a beaucoup d'expériences associatives, d'en mettre une ou deux, c'est déjà bien.
Moi, j'essaye de varier aussi. Donc, c'est-à-dire que je peux mettre une expérience, un projet personnel. Exemple, je suis en train de lancer un podcast avec une amie sur le design et la tech. Donc, ça, je le mets. Après, je mets une expérience associative. Je suis trésorier de l'association Diversity Days. Et après, je rajoute les sports que je pratique. Je fais du volley et de l'athlétisme, puisque chaque expérience dit des choses différentes de moi. Et ce que tu me disais, c'est que noter son expérience associative sur un CV, c'est déjà tendre une perche pour l'entretien. C'est exactement ça. Je pense qu'il faut vraiment garder en tête que le CV, l'objectif du CV, c'est ça. L'objectif du CV, c'est d'attirer l'œil du recruteur, sa curiosité, finalement de lui donner envie d'avoir une conversation avec nous. Et la conversation, c'est l'entretien. Donc, ce qui est important dans le CV, c'est ça, c'est de se dire, est-ce que ce que je mentionne dans mon CV donne envie au recruteur de me parler avec moi et de me connaître en personne? Donc, le but des expériences associatives, c'est aussi ça, c'est aussi d'attirer l'œil. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en mettre, parce que si on en met trop, du coup, même avant de vous avoir rencontré, je vois un peu votre profil et vous n'avez plus la possibilité de le défendre à l'oral. Faut rester un peu mystérieux, quoi. Il faut rester un peu mystérieux. Après, bon, ça, c'est une ligne d'équilibre à trouver, parce que c'est pas évident. On veut toujours en montrer trop. On veut toujours défendre son profil. L'important, c'est de montrer que notre profil est pertinent pour le poste que l'on postule. Et puis après, de laisser le recruteur vouloir en découvrir plus. Et tu vois, à l'inverse, on a une question d'un étudiant qui demande, est-ce obligatoire / important de mentionner au moins une de ses expériences associatives lors de l'entretien? Alors c'est vrai que derrière cette question, il y a peut-être aussi la question, il y a aussi un certain nombre de personnes peut-être qui n'en ont pas, qui n'ont pas d'expérience associative, et c'est pas grave. Peut-être des personnes qui n'en ont pas forcément l'envie. Je pense que dans ce cas-là, moi, les expériences associatives ou les projets personnels que j'ai menés, je l'ai toujours fait avec passion. Ouais. Je considère que si on liste une expérience qui nous a pas plu, qui nous a pas du tout passionné, ça se verra lors de l'entretien ou dans la manière de choisir les mots dans le CV. Donc, pour les personnes qui n'ont pas d'expérience associative, qui n'en ont pas l'envie, déjà, il faut valoriser. Il y a plein de choses à valoriser. Je parlais des jobs étudiants. Un job étudiant, ça peut dire beaucoup de choses de vous. Que vous ayez été serveur, serveuse, que vous ayez gardé des enfants, ça peut vouloir dire que vous êtes dans le job de service rigoureux, ponctuel, que vous savez vous adapter à votre public. Donc, ce qui est important pour chacune des expériences, c'est d'essayer de l'analyser pour savoir ce que vous en avez retiré et ce que vous voulez mettre en avant vis-à-vis du recruteur. Donc, pour les personnes qui n'ont pas d'expérience associative, essayez de vous poser la question, qu'est-ce qui vous plaît? Parce que je pense qu'on peut toujours trouver des choses qui nous plaisent. On n'est pas obligé d'aller tous au même endroit, faire tous le même sport, tous avoir les mêmes bénévolats. Essayez de le personnaliser et de trouver ce qui vous plaira à vous. Et tu me disais aussi, s'il y a des expériences qui ne nous plaisent pas, qu'on n'a pas envie de mettre en avant, on peut tirer autre chose. Tu disais parler de sa passion, mais aussi dire qu'on a aidé des membres de sa famille, qu'on se concentre finalement tous les jours sur un sujet qui nous passionne, qui nous porte. Exactement. Je pense que c'est important d'ouvrir le périmètre. On a tendance à se dire qu'une expérience associative, c'est dans une structure, une association bien posée. Il y a, dans les expériences, en fait, moi j'appellerais plutôt ça expérience personnelle. On peut mettre beaucoup de choses. Si vous avez une passion, c'est-à-dire que vous avez une passion pour le dessin, que à vos heures perdues, vous vous intéressez, je ne sais pas, aux questions sur la biologie, sur l'environnement, la biodiversité, que vous regardez des documentaires sur des sujets particuliers, c'est aussi des expériences. C'est pas des expériences associatives à proprement parler, mais c'est tout aussi intéressant. Et donc, ce qui est important, c'est d'essayer de se questionner sur son profil, de voir un peu ce qu'on aime bien faire et de faire ressortir ça. Et est-ce que tu peux nous donner ta technique pour savoir comment pitcher son expérience associative et en tirer le meilleur? Alors moi, j'ai une technique que j'utilise vraiment depuis mes années Sciences Po, depuis la première année où j'ai été postulé à une 50aine de stages en communication sans avoir eu aucune réponse. Donc, en fait, la technique que j'utilise, c'est je prends l'expérience. Déjà, je me pose la question, quelles sont mes qualités? Dans mes expériences, quelles sont les expériences qui mettent en avant ces qualités? Prenons un exemple. J'ai fait du volley en compétition pendant des années. Donc, du coup, je prends l'expérience sur le volley, je prends une feuille de brouillon, je marque volley, je fais une petite flèche et je dis quelles sont les qualités qui sont nécessaires et que j'ai apprises via ce sport. Donc, le volley, c'est la coopération, être à l'écoute de son équipe,
savoir gérer aussi peut-être les fortes personnalités Mm. et l'esprit d'équipe. Donc Ok. là, je liste un peu les 3-4 qualités. Après, je me pose la question du job pour lequel je postule. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Et notamment, en quoi les qualités que j'ai trouvées pour le volet, ça pourrait les intéresser. Mm. Donc, par exemple, le volet, l'esprit d'équipe. Du côté d'un job en communication, je vais dire que si on travaille en agence de communication, on travaille, on est sans cesse en train de travailler en équipe. Oui, Donc, oui. on a besoin de cet esprit d'équipe. Donc, l'important, c'est dans cette matrice de la faire en 3 étapes. L'expérience, les qualités que j'en ai retirées, les besoins du côté du poste auquel je postule Mm. et l'adéquation entre les deux. Il ne suffit pas de dire j'ai fait du volet, j'ai un esprit d'équipe, c'est ce que je cherchais. C'est pas assez précis, il vaut mieux dire j'ai fait du volet, j'ai acquis un certain esprit d'équipe. Je sais que dans votre job, je serai amené à travailler avec plusieurs personnes. Et cet esprit d'équipe, il me permettra de prendre les bonnes décisions et d'être à l'écoute des autres personnes. Ok. Et alors, à l'instar, est-ce que tu penses que lors d'un entretien, tu sais, souvent, le recruteur demande alors parlez-moi de votre parcours. Est-ce que tu penses qu'on peut, au lieu de pitcher son parcours académique, pro, etc., est-ce que tu penses qu'on peut parler de soi uniquement par le biais de job étudiant et d'expérience associative? Alors, complètement, et j'en suis persuadé parce que quand on est étudiant, quand on postule pour des stages, on n'a pas forcément d'expérience professionnelle. Mm. Pourtant, il faut qu'on trouve des choses à raconter sur nous. Donc, certains ont déjà eu des expériences associatives, certains n'en ont pas eu, certains ont déjà fait des stages, certains n'en ont pas fait. Ouais. Il faut trouver des choses à raconter sur son CV. Donc, ce qui est important, c'est pareil, de le personnaliser à ce qu'on a pu faire et d'essayer de parler de sujets qu'on a adressés. Donc, par exemple, on peut, pendant certains cours, avoir fait des projets dans le cadre du cours. Et ça, c'est tout à fait des choses qu'il faut valoriser, mettre en avant, et toujours en se posant la même question. J'ai fait ce projet sur cette thématique, j'ai appris ça, et au regard de la personnalité ou du profil que vous recherchez, et ben, ça dit Vraiment. moi que je suis le candidat dont vous avez besoin. Et donc, pour toi, donner des chiffres, être vraiment dans les données, c'est important aussi, c'est une plus-value? C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché du travail, ce qui est beaucoup recherché, c'est avoir de l'impact. On attend de vous, dans un stage comme dans un job, comme dans n'importe quel élément pour lequel vous pourriez postuler, on attend de vous que vous ayez un impact. En Mm. tant que stagiaire, on va voir un peu, on va vous apprendre des choses, mais en retour, on attend que vous fassiez avancer les sujets, que vous puissiez apporter un peu de votre personnalité. Et ça, le meilleur moyen de montrer qu'on peut avoir de l'impact, c'est de chiffrer ou d'illustrer. Dans le cadre, par exemple, dans le cadre d'une expérience associative, j'ai été dans cette association qui s'appelle Ambition Campus, qui Mhm. accompagne des lycéens issus de zones d'éducation prioritaire, donc de quartiers prioritaires de la ville. Pendant les 8 années où j'ai été dans cette association, ce que j'ai noté, c'est à chaque fois les différents postes que j'ai occupés, quelles étaient mes responsabilités. Donc là, j'illustre. Et j'ai aussi indiqué le nombre de lycéens qui étaient accompagnés, quels étaient les taux de réussite de ces lycéens du fait qu'ils aient été suivis par l'association. Donc ça, c'est des choses qui permettent de mieux comprendre qu'est-ce que l'association a permis d'amener. D'aller plus dans les détails. Et là, j'ai une autre question, mais qui va, je pense, te parler. Comment parler de son expérience au sein d'une association étudiante sans avoir ce préjugé association étudiante égale fête, soirée, pas très sérieux? Comment est-ce que toi, t'en parlerais? Alors ça, c'est un sujet qui est intéressant. Je pense que sur n'importe quelle expérience associative ou d'école, c'est vous qui êtes un peu les maîtres et maîtresses de cette expérience. Donc il faut trouver la bonne manière de l'aborder. Prenons l'exemple d'une asso un peu festive de l'école, que ce soit le bureau des élèves. Le bureau des élèves, on peut en dire plein de choses. On peut dire j'ai organisé des fêtes et c'était super. Là, on n'en dit pas grand-chose, si ce n'est que vous aimez bien faire la fête. Ouais. On dit, j'ai été responsable de l'organisation d'un événement de 200 étudiants en prenant en compte les questions de sécurité, les Mm. questions de communication, en travaillant sur les flyers et en s'assurant que tout le monde passe une bonne soirée. Euh, Ouais. Là, tout de suite, je dis beaucoup plus de choses. Mm. Donc, Donc, le secret, c'est les exemples concrets, quoi. exactement, c'est Mm. exemple concret et c'est surtout s'assurer que la manière dont on parle de cette expérience, on mette en avant les qualités et ce dont vous avez eu besoin. Par exemple, dans l'organisation d'une soirée, c'est une grosse responsabilité. Il faut être rigoureux, il faut avoir une certaine organisation.
Il faut que tout se passe bien. Et ça dit des choses intéressantes de vous. Et une des questions redondantes, c'est comment en entretien parler d'un job étudiant qui n'a aucun rapport avec le projet professionnel du jeune diplômé ou de l'étudiant. Est-ce que toi, tu recommandes à un étudiant d'être honnête et de dire, c'est vrai que j'ai fait ce stage-là, j'en ai pas retiré, enfin, ça m'a pas plu, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que c'était un secteur qui me plaisait pas, mais voilà, je me suis rendu compte que, et donc le relier au projet pour lequel on postule. Ce qui est intéressant pour répondre à cette question, c'est que un recruteur, qu'est-ce qu'il cherche à savoir? Il cherche à comprendre votre parcours, il cherche à comprendre comment vous en êtes arrivé à postuler pour cet emploi ou ce stage. Et donc, du coup, raconter une expérience associative ou une expérience professionnelle qui s'est mal passée, qui vous a pas intéressé, ça peut être intéressant parce que ça peut permettre au recruteur de comprendre qu'est-ce qui vous a amené à changer de domaine. Par exemple, si vous vous dites que vous étiez dans l'événementiel, euh, vous avez fait ce stage en événementiel et qu'il ne vous a pas plu, ce qui est important, c'est d'apprendre de ces expériences et du coup de dire en quoi cette expérience ne vous a pas plu. Donc, soyez. En fait, ça donne une preuve d'une certaine maturité. De dire, j'ai eu une expérience qui ne m'a pas plu, je suis capable d'analyser pourquoi elle ne m'a pas plu. Et donc, du coup, je me présente face au recruteur en vous disant aujourd'hui, j'ai décidé de changer de domaine et ce qui me motive dans votre domaine, c'est ça. Et justement, tu parles de ça, et il y a un étudiant qui demandait, est-ce possible de cacher des expériences sur son CV ou pendant l'entretien, notamment parce que ces expériences n'ont aucun rapport avec le secteur actuel de recherche. Qu'est-ce que toi, tu recommandes? Alors déjà, je pense que, comme on le disait un peu par rapport à la question précédente, il ne faut pas exclure des expériences juste parce qu'elles n'ont rien à voir avec le domaine. Parfois, on peut créer des ponts et c'est à nous de les créer et d'être un peu malin sur ça en se disant, euh, j'ai eu cette expérience dans un domaine qui n'a absolument rien à voir. C'était par exemple un domaine scientifique, j'étais en laboratoire de recherche et là, je postule pour un job dans une maison d'édition, donc rien à voir, la science versus la littérature. Mais toujours pareil, on peut trouver des choses, on peut trouver des qualités ou des choses qu'on a apprises sur cette première expérience dans un autre domaine et les recaler dans cette nouvelle candidature. Après, évidemment, on peut toujours cacher, c'est pas cacher, c'est juste ne pas mentionner des expériences qu'on n'a pas envie de mentionner pour X ou Y raison. Et le CV, il faut vraiment le voir comme ça. Un CV, c'est jamais une page qui nous présente et qui est statique. Moi, mon CV, je le change. À chaque fois que j'ai voulu postuler pour un stage ou un job, je l'ai changé. Parce que selon l'endroit où je veux aller, selon la voie que je veux emprunter, je ne vais pas dire les mêmes choses de moi, je ne vais pas mettre en valeur les mêmes choses. Donc, votre CV, c'est un Rubik's Cube. Ouais. Et vous enlevez les facettes qui sont pas très intéressantes pour le recruteur, pour le job auquel vous postulez, et vous affichez que celles qui sont pertinentes. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais, c'est vrai que sur LinkedIn, on peut détailler davantage les missions, là où ce qu'on a fait exactement chiffré. Est-ce que sur le CV, pareil, tu recommandes de faire des bullet points et de raconter ces missions, ou au contraire, de noter uniquement les soft skills, les hard skills qu'on a pu acquérir lors de ces expériences? Alors, il y a plein de manières de le faire sur le CV. Je pense que c'est intéressant de le mettre en bullet point. Moi, ce que j'aime bien mettre en général sur mes expériences, selon la place, évidemment, qu'on y donne sur le CV, c'est déjà ce que j'y ai fait. Donc, deux, trois actions clés. Comme ça, on comprend tout de suite ce que vous avez fait. Parce que tu pouvais très bien dire, j'ai été responsable du pôle soirée au bureau des élèves ou j'ai pratiqué ce sport, mais on ne comprend pas exactement ce qui se cache derrière. Donc, ce que j'aime bien dire, c'est en trois verbes d'action ce que j'ai fait. Okay. Et après, quelques informations complémentaires. Par exemple, les plus grandes réussites ou quelques chiffres. Ce qui est intéressant, c'est que sur un CV, on peut moduler les éléments de manière très variée. Par exemple, un CV pour lequel on n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle, on peut choisir d'afficher en grand les expériences associatives. Et peut-être la seule expérience professionnelle qu'on a, de la faire apparaître plutôt dans un niveau secondaire. Il y a pas mal d'étudiants aussi qui utilisent, j'ai vu beaucoup de CV avec des jauges. Okay. Ça, c'est important d'en parler. Je pense que les jauges, il faut faire attention. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent les jauges pour dire mon niveau de connaissance de tel ou tel outil est plus ou moins élevé. Le problème, c'est que les jauges, elles ne correspondent à rien et elles ne sont pas très parlantes. Si vous me dites que sur l'utilisation de certains logiciels de design ou du bureautique, votre jauge est à moitié remplie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous savez ouvrir un fichier Word mais pas le modifier. Donc, attention au... Donc, tu recommandes plutôt d'écrire pareil, du type débutant, intermédiaire ou expert?
Moi, je trouve ça plus intéressant de caractériser, c'est-à-dire dans ma pratique du design, je préfère dire je sais utiliser tel logiciel quand vraiment je les maîtrise, ou j'utilise tel logiciel pour tel objectif. Parce que pareil, débutant, intermédiaire, avancé, ça peut vouloir dire des choses très différentes selon le métier. Par exemple, quelqu'un qui utilise Photoshop, un designer graphique qui utilise Photoshop, il peut mettre avancé, mais si moi je suis UX designer ou je fais du motion design, donc de l'animation, ça peut vouloir dire complètement autre chose de dire que j'utilise Photoshop en avancé. Je comprends. Et alors ça, on l'évoquait au téléphone hier, on se disait, tu sais, souvent, les jeunes diplômés, quand ils cherchent un premier emploi, on leur demande de justifier de beaucoup d'expérience. Alors, comment évoquer un manque d'expérience professionnelle lorsqu'on est en entretien? Ça, c'est une question importante qui revient assez souvent. Je pense déjà, dans un premier temps, il ne faut pas s'auto-censurer. Dans les jobs, les emplois qui sont proposés après, pour les jeunes diplômés, après le diplôme, souvent les recruteurs demandent un niveau d'expérience qui n'est pas forcément ce que vous avez. Exemple, vous avez une offre d'emploi qui précise que c'est pour les jeunes diplômés et on vous demande 2 ans d'expérience. Ouais. C'est pas très cohérent. Et ça existe beaucoup dans les offres d'emploi aujourd'hui. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire, très bien, j'ai pas les 2 ans d'expérience qui sont requis, mais je vais quand même tenter le coup. Parce que si c'est pour un jeune diplômé, je suis un jeune diplômé, et donc je vais perdre. Ça, c'est important. Après, en entretien, quand on nous demande d'avoir des expériences professionnelles et qu'on est jeune diplômé, on a les stages. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de cursus qui nous incitent à faire des stages. Et quand on n'a pas de stage, on a pu faire un certain nombre d'autres choses qui peuvent être valorisées. Et c'est à nous de convaincre le recruteur que le fait d'être parti à l'étranger pendant 6 mois, le fait d'avoir été dans cette association pendant X durée, le fait d'avoir accompagné, je mentionnais le fait que là, j'ai aidé mes parents à lancer leur boutique. C'est une expérience professionnelle. Il n'y avait pas de contrat. C'était peut-être juste un coup de main que vous donniez à un de vos proches, mais c'est une expérience professionnelle. Donc, c'est à vous pour moi, un entretien, c'est à vous d'essayer de tirer les ficelles de l'entretien et d'orienter le recruteur vers la direction dans laquelle vous souhaitez l'amener. Et d'utiliser la matrice que tu évoquais tout à l'heure pour savoir ce qu'on a retiré de chaque expérience qu'on a pu avoir au long de son parcours. Ma dernière question, ce sera quels sont les critères sur lesquels les recruteurs se basent pour sélectionner les candidats? Donc, il y en a énormément, mais si toi, tu devais identifier les principaux points des recruteurs. Alors, je pense que moi, au vu de mes expériences et de mon avis sur le marché, quel que soit le métier, et en ayant lu un certain nombre de rapports d'enquête sur le sujet, aujourd'hui, il y a des compétences qui sont assez recherchées, quel que soit le métier. Dans les compétences que j'ai pu repérer, on demande beaucoup de l'adaptabilité. Donc, l'adaptabilité, c'est quoi? C'est la capacité à s'adapter à n'importe quelle situation. Dans le cadre d'un environnement professionnel, forcément, à un moment, vous serez confronté à des problématiques. Il peut y avoir, je ne sais pas, des conflits avec vos collègues, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des urgences que vous n'aviez pas anticipées. Quel que soit le métier, ça peut vous arriver. Donc, l'adaptabilité, c'est votre capacité à faire preuve, entre guillemets, d'avoir la tête froide, de se poser sur la situation, d'identifier le problème et d'essayer de s'adapter, de trouver une réponse. C'est aussi lié à une deuxième compétence que j'ai pu repérer, qui est la résilience. Aujourd'hui, et on le voit très bien avec le contexte de la crise sanitaire et de la crise économique potentiellement à venir, ne va pas faciliter l'accès aux jeunes diplômés au marché du travail. Et donc, ce qu'on va vous demander et ce qu'on nous demande nous aussi, qui sommes déjà en poste, c'est d'être résilient, c'est-à-dire un peu comme de l'adaptabilité, d'être capable de s'adapter à un contexte qui change. Vous voyez, là, aujourd'hui, toutes les entreprises ont été affectées par la crise du Covid. Et du coup, ce qu'il a fallu faire, c'est apprendre à travailler différemment. Maintenant, moi, dans mon travail, on anime beaucoup d'ateliers physiques avec nos clients où on a besoin de manipuler un certain nombre d'outils, où on les fait participer. Donc, en gros, on doit engager nos interlocuteurs. La question qu'on nous a posée, c'est comment vous allez faire pour engager vos interlocuteurs à distance. Et donc, c'est ça, c'est toute la question de la résilience, la capacité en tant qu'employé à rebondir, c'est ça, suite à de nouvelles situations ou des changeantes, même des échecs. Ok.
Donc ça, c'est des qualités qui vont être demandées à tous les candidats et il faut que vous soyez capable de démontrer vos capacités d'adaptabilité et de résilience. C'est aussi lié à un sujet qu'on demande de plus en plus, c'est d'être créatif. Quand vous devez trouver la solution à un problème, vous devez essayer de ne pas bloquer dessus et donc d'être créatif dans la manière d'y répondre. Donc ça, pour moi, c'est un peu les 3 qualités qu'on demandera un peu à tous les candidats. Après, bien sûr, chaque recruteur, selon le métier auquel vous postulez, va avoir des exigences différentes. Et en tant que candidat, votre objectif, c'est à travers la fiche de poste, d'essayer d'identifier. Donc le mieux, c'est de lire la fiche de poste et à la fin, de lister peut-être les 3-4 qualités qui sont demandées et d'essayer de voir comment vous pouvez démontrer que vous avez ces qualités. Merci beaucoup, Nadim, pour tous tes conseils. Eh bien, avec plaisir, Louisa. C'est déjà la fin. Chez vous, si vous voulez retrouver, je vous l'ai déjà dit, mais davantage de contenu, vous pouvez aller sur notre page YouTube ou Instagram en tapant jobteaser_fr. Je te remercie une fois de plus, Nadim. Je te souhaite bon courage pour la suite. Merci. Très bon courage à vous. Et chez vous, bon courage pour la suite. Et on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau Visio Live.